La peste noire, la grippe espagnole, le choléra et même le Covid, les épidémies ont jalonné notre histoire, souvent réduite à des représentations moyenâgeuses. Pourtant, elles nous permettent de comprendre les pandémies auxquelles nous pouvons faire face aujourd'hui. À travers 5 grandes périodes historiques de l'Antiquité, nous vous emmenons à la découverte de la naissance des épidémies. Épisode 4, l'Empire romain et la première pandémie. La pestiférée est coupée du reste du monde. J'ai l'air d'être infectée. Pandémie. C'est pandémie. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. L'épidémie, c'est qui diffuse sur le peuple. La contagion se répandit dans tous les quartiers de la ville. Normalement, si je vous parle de l'Empire romain, vous devez assez vite avoir une idée de ce à quoi cela ressemblait. Et si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, vous savez qu'on change là complètement d'échelle par rapport à l'épisode précédent. Athènes fait justement partie désormais de l'Empire romain, et donc notre récit du jour débute dans la capitale, à Rome. J'ai demandé à Renaud Piarou, notre spécialiste des épidémies, qui a mené les recherches qui nous guident pour cette série, quelles étaient les particularités de cet empire autour du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est un empire qui couvre tout le pourtour de la Méditerranée, et ça va loin sur le pourtour de la Méditerranée, puisqu'on va jusqu'au nord de l'Angleterre. C'est dire si ils vont loin, on va jusqu'au Rhin, évidemment, et l'Afrique du Nord. Donc, on a un territoire très vaste. Le cœur du territoire, la Méditerranée. La Méditerranée n'est pas une frontière. La Méditerranée est une manière de faire communiquer tous ces pays. Ça facilite la transmission des marchandises, des hommes, etc. C'est pas du tout un obstacle. Ça, au contraire, c'est plus facile de passer par la voie maritime que de passer par la voie terrestre. Et l'Empire romain, c'est très important. À partir du 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, ça représente un quart de la population mondiale. En gros, 75 millions de personnes sur une population humaine estimée à 250 millions. C'est plus d'un quart. Tout ça, ça nécessite beaucoup de transports humains et commerciaux. Et en particulier, l'Empire romain va avoir des zones spécialisées. Par exemple, le grenier de l'Empire romain à l'époque, c'est l'Égypte. Pour obtenir le blé, et que tout le monde ait du pain, il faut pouvoir circuler. Il faut qu'il y ait des bateaux qui aillent chercher le blé en Égypte et l'amener d'abord à Rome et puis ensuite faire partir à droite à gauche. Donc on va avoir finalement un mouvement qui va vers le centre pour amener un certain nombre de marchandises. Aussi, tous les chemins mènent à Rome. Donc, ça veut dire que pour faire une carrière, il faut aller à Rome. Et un mouvement centripète aussi pour que Rome aille donner ce qu'il faut à ses provinces et pouvoir les diriger à distance. Au centre de cet empire, Rome. Et Rome, au IIe siècle, va aller jusqu'à 1 million d'habitants. On avait vu Athènes, 200, 300 000 quelques siècles avant. Mais surtout, la prochaine ville qui va atteindre 1 million d'habitants, c'est Londres à la fin du XVIIIe, tout début du XIXe siècle. Paris, il faudra attendre le milieu du XIXe siècle. Des échanges commerciaux intenses, une population importante, ces conditions de vie spécifiques à Rome vont avoir des conséquences sanitaires pour toute la population. Cela va notamment permettre le développement de nombreuses maladies. C'est un peu l'histoire de la sédentarisation, mais en pire. Il y a jusqu'à 1 million d'habitants, beaucoup d'eau, beaucoup de fontaines, beaucoup de bassins, une densité de population très très forte, et il va y avoir finalement des saisons de maladies. Et la pire saison, c'est pas l'hiver. Finalement, l'hiver, ça va pas trop mal. C'est quand même la saison de la tuberculose, la saison des maladies type grippe. Mais la pire saison, c'est août, septembre, octobre. Fin de l'été, début de l'automne. On peut avoir là des pics de mortalité quand on regarde à quel moment les gens meurent. Maintenant, on commence à garder des squelettes, on les incinère pas, et en plus, il y a des inscriptions funéraires. Et pour les chrétiens, il y a la date de naissance et la date de la mort. Donc si on sait à quel moment les gens sont morts, on peut faire une courbe. Et quand on regarde cette courbe, le nombre de morts est 2 fois plus important en septembre, par exemple, qu'au printemps.
2 fois plus important, mais c'est colossal. Hein. Le Covid avait augmenté la mortalité de 10%. Et donc il y a 2 étiologies, 2 causes qui vont se conjuguer. Les maladies liées à l'eau par la contamination de l'eau par les matières fécales. Et puis Rome est construit à proximité de marais. Donc qui dit marais dit moustique et même une maladie qu'on appelle le paludisme. Donc ça veut dire que Rome est un creuset à microbes et va jouer le rôle de plaque tournante. Et en fait, le cœur des empires va à chaque fois jouer ce rôle. Même si on prend le Covid, les grandes villes, Londres, New York, Madrid, Paris, ont joué un rôle de plaque tournante dans l'épidémie de Covid. Et ça a été pareil pour le choléra, ça a été pareil pour d'autres maladies. Là, on va être sur la première pandémie et Rome va être le cœur de cette pandémie. Cette première pandémie, en 165 après Jésus-Christ, c'est donc ce qu'on va appeler la peste antonine, du nom des empereurs de l'époque. Encore une fois, ce terme ne désigne pas la véritable peste, mais fait écho à la pestilence. Je le dis tout de suite, ce microbe-là, on a à peu près une certitude, ça va être à nouveau le virus de la variole. Et il va arriver de là où il y a beaucoup de monde. Et donc, cet océan Indien et la mer Rouge sont probablement les points d'entrée. Et tout le monde perçoit que c'est quelque chose de pas habituel. À Rome, à ce moment-là, on a un médecin très célèbre qui s'appelle Galien. Alors Galien est un médecin grec, et grec d'Asie mineure, de Pergame. Donc lui, il est dans la continuité du raisonnement d'Hippocrate sur les maladies qui sont des troubles des humeurs. Hein. Les humeurs, c'est le sang, la lymphe, la bile jaune, la bile noire, donc des déséquilibres internes à notre corps. Ceux qui sont affectés par la peste ne semblent ni chauds ni brûlants à ceux qui les touchent, quoiqu'ils soient en proie à une ardente fièvre intérieure. Au 9e jour, un certain jeune homme était couvert d'un exanthème qui atteignait le corps entier, comme c'était le cas chez presque tous ceux qui ont survécu. Des médications asséchantes furent appliquées sur son corps. Au 12e jour, il fut capable de quitter le lit. La maladie qu'il décrit, c'est un excès d'une humeur qui va chercher à sortir par différents moyens. Et les vésicules et les ulcérations seraient la traduction de ça. Comme il y a du sang dedans, c'est l'humeur, le sang qui est en cause. La fièvre aussi, ça évoque un excès d'humeur sanguine en quelque sorte. Donc il va en décrire, mais il va décrire quand même des éléments qui font bien évoquer la variole. À savoir cette éruption, ces croûtes en particulier, enfin qu'elle devient rouge, et puis ensuite ça fait des croûtes, puis les croûtes s'en vont, la longueur de la fièvre, le fait que si on passe le 9e, 10e jour, on survit, tout ça sont des éléments qui font qu'il y a globalement un consensus. Et quelles conséquences cette épidémie va avoir pour Rome ? La première des conséquences, c'est effectivement, il va y avoir des morts. Combien ? On ne sait pas. Mais la plupart des historiens vont dire que ça va être de l'ordre de 10%, éventuellement 20% de la population. Mais 10% d'une population de 75 millions de personnes, ça représente beaucoup. Peut-être 7, peut-être 8, peut-être 10 millions de personnes qui sont mortes lors de cet épisode pandémique. Évidemment, ça a aussi des conséquences. Si la démographie de l'Empire romain va en s'affaissant, ça complique les choses sur beaucoup de points. Évidemment, les légions ont été touchées. Si on imagine que 10% des soldats de Rome sont morts, ça représente du monde et il va falloir les remplacer. Donc il va falloir recruter. Après, si on veut des légionnaires, si on veut les recruter, si on veut de la main-d'œuvre, il faut la payer. Donc la monnaie perd un peu de valeur et c'est plus difficile d'équilibrer le budget de l'Empire. Donc tout ça fait que pour certains historiens, cette pandémie, donc qui a lieu en 165-166 de notre ère, et le commencement de la fin, en quelque sorte. Ça va ouvrir vers une période d'instabilité. C'est certainement un des éléments, évidemment, il y a plein d'autres choses qui vont jouer. Donc c'est un des éléments qui a fragilisé l'Empire romain à ce moment-là. Et Renaud Piarou, ce qui est aussi intéressant, c'est l'utilisation qui est faite de cette épidémie. Oui, Rome a 2 empereurs à l'époque.
il y a Marc Aurèle et Lucius Verus. Le fonctionnement de Rome est un peu spécial et ça change à certains moments. Ces deux empereurs doivent normalement collaborer, c'est une manière de se contrôler l'un l'autre. On va attribuer cette maladie aux guerres qui ont lieu justement complètement dans la partie orientale de l'Empire romain, et en particulier à un épisode, une ville qui s'appelle Séleucie, qui est une ville grecque, on est en Asie, mais une ville de civilisation grecque. Et un temple d'Apollon est profané. Apollon qui est considéré comme le dieu des guérisseurs aussi, le dieu de la médecine. Et il y a une fumée qui sort du temple d'Apollon et là la pestilence se déclare. Et c'est là qu'un récit va dire: ce sont les armées, les légions romaines de Lucius Verus qui sont responsables de la pandémie, la première épidémie à l'échelle de tout l'Empire romain, pour avoir finalement s'être attiré la colère d'Apollon. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Alors ça tient au fait que il va y avoir quand même une concurrence entre les empereurs, puisqu'il y a Marc Aurèle et Lucius Verus. Alors Lucius Verus, il va mourir de toute façon de la peste antonine. Mais son général, lui, avait quelques velléités de prendre le contrôle et il fallait le discréditer. Ce récit va être un récit politique. La réalité, c'est que donc la variole arrive par l'est de l'Empire, plus probablement par l'océan Indien et la mer Rouge, et c'est le trajet des épidémies. Elle arrive plutôt sur des hubs, sur des zones d'échange intense, et puis ensuite, ça va partir sur le reste de l'Empire romain. Cette utilisation d'une épidémie, on va la retrouver quelques années plus tard, toujours dans l'Empire romain. Cette fois-ci, l'épidémie s'appelle la peste de Cyprien, du nom de l'évêque de Carthage. C'est une maladie qui va agir sur l'ensemble de l'Empire romain, une pestilence qui va tuer violemment beaucoup de monde. Et là, ça va être l'occasion de voir les récits que l'on va faire de cette pestilence, et en particulier le récit chrétien, on va dire apocalyptique, qui en est fait donc par Saint Cyprien, l'évêque de Carthage, qui va vraiment présenter cette maladie, non pas comme une catastrophe, mais presque comme une annonciation, en tout cas quelque chose qui va permettre de faire le tri entre les personnes, ceux qui vont accepter de donner leur argent, d'aider les autres, et puis ceux qui se replient sur eux-mêmes en condition de catastrophe. C'est vraiment la naissance d'un discours chrétien apocalyptique des épidémies et des pandémies. Une référence à la religion qu'on va retrouver dans les récits des épidémies bien plus tard, notamment au Moyen-Âge. J'espère que vous avez bien écouté toutes les explications de notre épidémiologiste Renaud Piarou durant toute la série, car tout cela va nous mener à notre dernier épisode. Il sera à nouveau question de la peste, mais cette fois-ci, la vraie. Naissance des épidémies est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisée par Jules Cros et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand.